parler de l'assiette de la personne qui est atteinte d'un début de maladie d'Alzheimer. Alors, comment ça commence? Ça commence par une personne qui est dépressive. Ça, c'est un point important. Une personne qui a un sommeil qui n'est pas réparateur. Une personne qui commence à perdre la mémoire sur des choses importantes. Et donc, où est-ce que j'ai mis les clés? Où sont mes lunettes? Quel est le prénom de mon arrière-petit-fils ou de mon petit-fils? Puisque c'est essentiellement les personnes au-delà de 80 ans qui font le plus de pathologies alzheimériennes. Donc, ces personnes-là, il faut que nous les guidions. Et il faut que nous les guidions dans le domaine de la nutrition. Et bonjour à tous, nous voici une nouvelle fois sur ABC Talk TV pour parler d'un sujet qui vient de traverser l'Atlantique, le diabète de type 3 et l'Alzheimer. Alors vous allez vous dire, oulala, mais il y a beaucoup de diabétiques en France, ça veut dire que ces diabétiques vont tous faire un Alzheimer? Je vous réponds tout de suite non. Mais nous verrons quand même les relations entre diabète 1, 2 et 3, et c'est quoi le diabète 3, de type 3, et la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer en France, 1 million de personnes, 225 000 de plus chaque année. Et on a tendance, aujourd'hui, maintenant, comme aux États-Unis, à parler de démence au pluriel. Il y a les démences de la maladie d'Alzheimer, on ne sait plus du tout où on est, on fait que des bêtises dans la vie de tous les jours. Il y a aussi la maladie de Pick, c'est-à-dire une démence dite frontotemporale à frontotemporale. Ça veut dire que nos lobes frontaux et nos lobes temporaux, un de chaque côté peut-être, sont en train de chahuter et nous verrons de quelle façon, et ils ne chahutent pas dans le bon sens. Il y a la maladie au corps de Lévy, dont on ne peut faire le diagnostic, je dirais, qu'à la mort, c'est-à-dire par une biopsie cérébrale pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé quand on avait dit maladie du corps de Lévy, mais quel intérêt, parce que c'est après la vie qu'on en fera le diagnostic. La maladie d'Alzheimer inquiète les personnes âgées, puisqu'on considère qu'il y a 8% de la population française atteinte par cette maladie à partir de 65 ans. Vous voyez, j'en ai 79. Et ça fait longtemps que je devrais être alzheimérien. Et je ne le suis pas. Pourtant, il y en a dans la famille, comme dans toutes les familles. Et donc, nous allons essayer de réfléchir avec Jean sur cette relation qui nous arrive des États-Unis, en particulier le diabète de type 3. Et ce diabète de type 3, il va falloir essayer de le définir. Nous avons reçu déjà pas mal de questions, dont la première est « Qu'est-ce que le diabète de type 3 et comment se différencie-t-il des diabètes de type 1 et de type 2 ?» Donc le 1 c'est quoi, le 2 c'est quoi et le 3 c'est quoi? C'est pas une réponse très simple malheureusement, parce que quand on parle de diabète de type 3, on veut simplement souligner le fait que cette maladie neurodégénérative qui correspond à un déclin cognitif lié à une atrophie du cortex cérébral, selon la définition des neurologues, il me semble, est associé à des troubles métaboliques. On sait, depuis pas mal de temps, il y a plusieurs études qui l'ont démontré, que chez les personnes diabétiques, notamment de type 2, avec des grandes obésités généralement, eh bien, il y a une tendance à l'atrophie du cortex cérébral, donc une tendance au déclin cognitif. Et de la zone de la mémoire aussi. Qui est au niveau du cortex cérébral, entre autres. Hein. Non, au niveau de l'hippocampe. L'hippocampe, oui. Pardon. Du coup, on se rend compte que la dégradation du métabolisme a un impact sur la santé neurologique. Donc, ça montre que, étant donné que les troubles métaboliques sont de plus en plus fréquents, il faut être attentif à ces troubles métaboliques. Mais le problème, c'est que pendant longtemps, on a séparé les problèmes liés à un trouble de la glycémie, taux du glucose dans le sang. Voilà, du taux de glucose dans le sang. On a séparé ça des problèmes du surpoids qu'on associait à une alimentation trop riche en graisse.
Ça, c'est complètement remis en question. On a une grille de lecture qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus fonctionnelle. On sait que dans le gras, il y a du bon gras et du mauvais gras. Donc, le fait d'avoir trop de graisse saturée, ça a plutôt tendance à créer un climat favorable à la prise de poids, au diabète de type 2, etc. Et on sait que le fait d'avoir plus de graisse insaturée, donc les huiles végétales, les poissons, etc., donc les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9, les oméga 6 végétaux plutôt, avec un bon équilibre entre les 3 et les 6, c'est quelque chose qui est plutôt favorable à un bon métabolisme et à une bonne santé neurologique. Donc le diabète de type 2, c'est la bouffe, en simplifiant, la surbouffe. Le diabète de type 2, c'est une alimentation appauvrie en fibres, trop glucidique, trop riche en produits raffinés, en produits ultra transformés, pas forcément si riche en sucre que ça. C'est vraiment la notion d'excès de féculents, donc manger trop de pain, trop de pâtes. Trop de pommes de terre, frites, etc. Alors, le sucre, évidemment, on va y participer, mais la plus grande source de glucose qu'on va apporter, c'est l'amidon présent dans les féculents. Donc, c'est des aliments qui ont une place dans notre alimentation, surtout quand on fait du sport, mais il faut simplement proportionner l'apport de féculents à notre niveau d'activité physique. Si on n'est pas marathonien, on n'a pas besoin d'en manger des tonnes. Ok. Voilà. Diabète de type 1. Alors, le diabète de type 1, c'est une insuffisance insulinique, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène a priori auto-humain qui provoque la destruction des cellules bêta des îlots de Langerhans dans le pancréas. Du pancréas, oui. Voilà, donc qui sont les cellules qui produisent l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone du stockage. Je mange, ma glycémie monte. En réponse, le pancréas produit une quantité d'insuline proportionnée à la à la montée de la glycémie pour faire stocker, donc soit sous forme de glycogène au niveau musculaire et au niveau du foie. Et faire baisser la glycémie. Et au final, la conséquence, c'est que la glycémie baisse. Elle ne va pas forcément se régulariser, mais en tout cas, elle va baisser. Donc, elle peut baisser très très bas. Par exemple, si j'ai pris une grande quantité de glucose d'un coup, ma glycémie peut monter très rapidement, auquel cas, la quantité d'insuline produite va être proportionnée à la montée de la glycémie. Et donc, je peux provoquer une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire avoir une montée de glycémie suivie d'une baisse de glycémie et de me retrouver dans tous les symptômes de l'hypoglycémie alors que une demi-heure avant, j'ai bu une canette de soda ou une heure et demie avant, j'ai mangé des céréales sucrées ou une barre sucrée. Donc, le métabolisme va être perturbé selon la quantité de sucre ou de féculents que je vais consommer. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme et vous donner une information importante. Vous savez que sur ABC Talk, on a à cœur chaque jour de vous proposer une émission, un programme chaque jour, quelle que soit la période de l'année. Mais ABC Talk, ça n'est pas que des émissions, ce sont aussi des événements en présentiel, en immersion, des événements avec des personnalités influentes qui peuvent vous aider dans votre vie au quotidien. Je pense notamment à Isabelle Serre, je pense à Frédéric Barbet, je pense à Céline Franou, je pense à Arnaud Rio, à Bruno Charvet. Ils sont tous avec ABC Talk. On avait à cœur évidemment de s'efforcer de vous offrir des expériences transformatrices pour vous aider au mieux dans votre vie de tous les jours et améliorer, si possible, votre bien-être au quotidien. Je vous invite vraiment à aller sur notre site abctalk.fr. Dès que vous arrivez sur la première page, vous avez l'intégralité de notre actualité avec tous ceux et celles que vous allez pouvoir retrouver lors de ces week-ends. C'est important. abctalk.fr. Alors, maladie auto-immune pour les diabètes de type 1. Alors, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune qui va détruire les cellules qui produisent l'insuline et donc la quantité d'insuline va être insuffisante pour régulariser le métabolisme. Donc du coup, ce sont des personnes qui perdent du poids très rapidement, qui sont dans une fatigue intense parce que la capacité de stockage est brutalement dégradée. En plus de ça, comme leur glycémie va être tantôt très élevée, tantôt très basse, du coup, ça provoque un problème au niveau urinaire. Donc, ils urinent beaucoup, ils se déshydratent très facilement. Donc, il y a perte de poids, on urine énormément, on boit énormément, on a une soif intense et puis un amaigrissement rapide alors que ces personnes mangent beaucoup. Et dans le sang, nous, médecins, nous pouvons doser des anticorps antipancréatiques. Anticorps antipancréatiques, ça veut dire que c'est une maladie qui a été déclenchée, on verra peut-être par quoi, qui a créé des anticorps pour détruire les cellules capables de fabriquer, on dit les cellules bêta des îlots de Langerhans, qui sont dans le pancréas. En sachant que le pancréas ne fabrique pas que de l'insuline, il fait 2 autres hormones. Oui, tout à fait. Il fait le glucagon, qui est une hormone qui permet de déstocker le glucose en partant du foie. Donc faire remonter le sucre. On fait remonter la glycémie. La glycémie, le taux de glucose sanguin. Donc par le glucagon, sauf que le glucagon, il lui faut un petit peu de temps pour réagir. Donc si la glycémie baisse très très vite, comme c'est le cas
chez un diabétique de type 1 non stabilisé, il peut se retrouver dans un coma. Dans le coma hypoglycémique. Coma hypoglycémique ou coma diabétique ou acidocétose diabétique, donc c'est pas du tout souhaitable. Voilà, mais c'est une cétose qui n'a rien à voir avec les régimes cétogènes qui mettent en cétose lentement sur 72 heures. Là, c'est une cétose qui arrive en l'espace de quelques minutes à peine et qui est très dangereuse. Troisième hormone du pancréas. C'est la somatostatine. On l'appelle hormone inhibitrice de l'hormone de croissance, en fait. C'est une hormone qui va contribuer donc à stabiliser les synthèses tissulaires et le catabolisme, etc. Donc, on a l'insuline qui permet de stocker, qui fait rentrer les substrats dans les cellules. Donc, elle est intéressante, par exemple, en récupération après une séance d'entraînement, donc pour ramener les protéines, par exemple, au niveau musculaire, refaire les réserves de glucose sous forme de glycogène musculaire, etc. Et le glucagon, qui va, si jamais on est dans un jeûne un petit peu prolongé, que notre glycémie baisse, eh bien, faire reproduire de glucose. Donc, dans le cas du diabète de type 1, ce qui manque, c'est l'insuline. Donc, ce sont des patients qui doivent être suivis de très près médicalement, qui doivent apprendre à adapter leur alimentation et qui doivent recevoir un traitement et contrôler leur glycémie de façon permanente. Ainsi, on met le pancréas, je dirais, au repos, en ce sens qu'il y a des anticorps antipancréatiques, l'insuline n'est plus fabriquée par le pancréas, donc on le remplace. On est d'accord. Maintenant, diabète de type 2, il y a aussi de l'insulinothérapie dans le diabète de type 2? Alors, pas au début. Ce qui va se passer, c'est que autant dans le diabète de type 1, il y a une insuffisance pancréatique, donc le pancréas ne produit plus suffisamment d'insuline. Dans le cas du diabète de type 2, c'est un hyperinsulinisme, c'est-à-dire qu'il y a une alimentation qui apporte une quantité de glucose telle que, au fur et à mesure des années, le pancréas, qui a la capacité de produire une dose limitée d'insuline par jour et qui peut en stocker un peu, ne va plus être capable d'en excréter une quantité suffisante pour réussir à contrôler la glycémie. Donc là, c'est un cadre qui est très différent. Normalement, on appelle ça le diabète non insulinodépendant. Les médecins le considèrent comme tel parce qu'au début, l'insuline n'est pas nécessaire. On va utiliser d'autres traitements antidiabétiques oraux qui sont en pleine révolution, notamment avec l'apparition des sémaglutides, qui sont des nouveaux outils que peuvent utiliser les diabétologues. Voilà, et il y a de plus en plus de médecins, de scientifiques qui sont convaincus que le diabète de type 2, il est possible d'être en rémission sans traitement. On dit bien rémission sans traitement. Il faut changer la bouffe alors. Il faut changer d'hygiène de vie et d'habitude alimentaire de façon drastique. Quand on voit par exemple des personnes avec des difficultés personnelles importantes dont l'alimentation s'est énormément dégradée, ils peuvent recevoir jusqu'à 5 fois la quantité d'insuline qu'un pancréas sain serait capable de produire par jour. C'est-à-dire, à peu près, nous fabriquons 40 unités d'insuline. Quand nous réalisons... Entre 30 et 50 unités d'insuline par jour. En tant que chirurgien, si on enlève le pancréas complètement, ça peut arriver, eh bien, il faut le remplacer, ce pancréas, non pas par le liquide pancréatique parce qu'il n'y en a pas, mais par l'insuline, et on donne, comme tu as dit, entre 30 et 50 unités par jour, au total. Donc, quelqu'un qui aurait 250 unités d'insuline par jour, c'est quelqu'un qui a son pancréas qui produit de l'insuline, plus l'équivalent de 5 pancréas différents qui produisent de l'insuline plein pot tous les jours. Et qui va stocker. Qui stocke beaucoup, bien sûr, c'est des personnes qui prennent du poids. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle l'insulinorésistance? Alors, ce qu'on appelle l'insulinorésistance, c'est défini par un taux d'insuline élevé dans l'organisme, avec une incapacité à réguler la glycémie. Donc, c'est appelé insulinorésistance. On dit parfois que l'insuline arrive, entre guillemets, à la porte des cellules, se fixe sur son récepteur et que la cellule ne répond pas. Dans la réalité, si la cellule ne répondait pas, les patients ne prendraient pas de poids. Oui. Or, ils prennent du poids. Donc, c'est une insulinorésistance à l'échelle de la glycémie, dans le sens où la glycémie n'est pas régulée, mais à l'échelle de l'organisme, il y a une réponse à l'insuline qui est claire, dans la mesure où le poids continue d'être pris. Et donc, on fait du gras, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Donc, quand on parle d'insulinorésistance, en réalité, ce serait peut-être plus juste de l'appeler hyperinsulinisme parce que ça peut être dosé au niveau sanguin. Il y a des quantités d'insuline qui sont élevées, parfois anormalement élevées. Et surtout, tu as dit jusqu'à 140, hein? Alors, 140, ça, c'est quand il y a une supplémentation en insuline. Oui, oui. Voilà, mais il y a une quantité d'insuline qui peut être anormalement élevée pour donc répondre à un apport de glucides qui va être excessif. Donc, dans la réalité,
c'est un hyperinsulinisme beaucoup plus qu'une résistance à l'insuline. Et cet hyperinsulinisme est provoqué par une alimentation qui demande beaucoup d'insuline. Donc beaucoup de sucre, beaucoup de glucides. Beaucoup de glucides. De féculents, ce que tu as dit. Alors maintenant, arrivons au diabète de type 3. Il y a quand même un lien entre le 1, le 2 et le 3. Ce n'est pas un 1, ce n'est pas 2, c'est un 3. Le lien, il est dans le métabolisme. On se rend compte, en tout cas les scientifiques l'ont noté dans la littérature, que l'hyperinsulinisme est associé à une augmentation du risque de maladie d'Alzheimer, de déclin cognitif. On se rend compte que l'obésité est un facteur de risque des maladies neurodégénératives. On se rend compte qu'avoir une alimentation pauvre en oméga 3, qui sont des graisses, authentiquement, donc on pourrait dire c'est calorique, donc il ne faut pas les manger. Au contraire, il faut les manger, et les calories, dans le cas des oméga 3, ça ne nous intéresse pas parce qu'ils ne sont pas utilisés à des fins énergétiques, ils sont utilisés à des fins de structure et d'entretien de nos systèmes. Donc, fabriquer des neurotransmetteurs. Plutôt fabriquer des molécules de régulation de l'immunité, donc anti-inflammatoires par exemple, et surtout des membranes qui vont donner de la fluidité, donc qui vont améliorer la plasticité de nos neurones. Donc avoir une alimentation pauvre en graisse, c'est une erreur qu'on doit souligner. On a besoin, pour être en bonne santé... En bonne graisse, hein. Oui, alors des bonnes graisses. Après, c'est une question de proportion. Mis à part les graisses trans, des graisses qui sont totalement mauvaises, ce sera plus une question de quantité. Les graisses trans sont mauvaises quoi qu'il arrive, peu importe la quantité, même à faible dose. Alors attends, trans, qu'est-ce que ça veut dire, des graisses trans? On va dériver là. Oui, non, mais c'est important quand même qu'on en ait la notion, parce que c'est écrit dans beaucoup d'éléments d'Internet. Hein. Les graisses trans, c'est des graisses qui sont... mis à part les graisses trans des produits laitiers, qui sont des graisses naturellement trans, qui posent pas de véritables problèmes au niveau de la santé a priori, jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Les graisses trans qu'on incrimine, c'est essentiellement l'acide gras transélaïdique qu'on va produire suite à l'hydrogénation des huiles ou alors suite à l'utilisation d'huiles végétales raffinées dans l'industrie. Donc, ça va être surtout les produits ultra transformés Raffinage, qui vont être les principales sources d'acide gras trans. D'accord. Donc, biscuiterie, tout ce qui est viennoiserie industrielle. La viennoiserie au beurre, le beurre, c'est des graisses saturées, donc bon, c'est pas extraordinaire pour la santé, mais modérément, c'est pas trop gênant. Par contre, le fait de consommer, par exemple, un produit, un plat surgelé qui contient un petit peu d'acide gras trans, plus une viennoiserie avec de la margarine qui contient un petit peu d'acide gras trans. C'est un total. Plus, et au total, ça fait des grandes quantités. Il y a une étude japonaise en 2017 ou 2018 qui a montré que plus on consomme des graisses trans, alors on savait déjà que ça augmentait le risque cardiovasculaire, mais plus ça augmente le risque de pathologies neurodégénératives. On arrive au 3, au diabète de type 3. Alors justement, il faut savoir que les neurones du cerveau sont très sensibles aux variations de la glycémie. C'est pour ça d'ailleurs que les hypoglycémies nous mettent dans un tel état. Le cerveau, il a besoin de se ménager une glycémie minimale pour pouvoir fonctionner normalement. Ça ne veut pas dire qu'il consomme que du glucose. Ça veut dire qu'il a besoin d'un minimum de glucose pour fonctionner de façon assez fluide, en cas d'urgence. Donc, sinon, il est capable de se nourrir, par exemple, chez une personne qui jeûnerait pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, comme ça a été le cas, même si c'est des choses assez exceptionnelles. L'organisme se met dans un état métabolique un peu différent, donc on perd les réserves de glycogène en peu de temps, puis au bout d'un moment, on se met sur un mode d'économie, on va produire en quantité faible des corps cétoniques et dont le cerveau est capable de se nourrir à maximum 75%. Il faut qu'il ait au moins un quart de ces substrats énergétiques qui soient du glucose. Donc, le cerveau, il sait que si la glycémie descend en dessous d'un seuil qui est assez bas quand même, qu'on n'atteint pas facilement, qui est, je crois qu'il est situé autour de 0,2 g par litre, ce qui est très très bas, on n'y arrive pas comme ça. En dessous de ça, il va nécroser. Donc, on va tuer le cerveau. Donc, il faut impérativement qu'il génère une réaction immédiate si jamais la glycémie descend vite. Il semblerait que le cerveau ne soit pas capable de percevoir la valeur absolue de la glycémie, mais plutôt la vitesse à laquelle la glycémie descend. La vitesse de descente. C'est ça. Oui. Donc, si notre glycémie descend très très rapidement, il va se mettre en alarme et on va avoir tous les signaux de l'hypoglycémie. Accélération de la fréquence cardiaque, sueur froide, on peut devenir pâle. Perte de connaissance. Alors, la perte de connaissance, c'est plus tard quand la glycémie est vraiment descendue trop bas et qu'il n'y a rien qui a été fait.
Le problème, c'est que cette hypoglycémie, alors, elle va nécessiter chez le patient diabétique de type 1 de le resucrer immédiatement, et éventuellement d'avoir peut-être une consultation médicale, peut-être aller aux urgences pour contrôler un petit peu si toutes les choses sont rentrées dans l'ordre. Ça, les patients diabétiques sont suivis par leur diabétologue, ils sont censés le savoir. Et ils surveillent leur glycémie avec des appareils qui sont extraordinaires. Chez le diabétique de type 2, le danger est différent parce qu'on part d'une glycémie qui est quand même, certes, mal régulée par l'insuline, mais il y a de l'insuline, il y a du glucagon, donc c'est une cinétique qui est encore assez différente. Il y a plutôt trop d'insuline dans le diabète type 2. Oui, c'est ça. Ouais. Et il y a surtout beaucoup trop de glucides. Donc, le cerveau, quelque part, va être dans un état de confort quand la glycémie est normale, et il va être en alarme quand la glycémie baisse, et il va être en détresse quand elle est trop basse. Mais quand elle est trop élevée, on ne sait pas trop ce que ça va faire. Et le problème, c'est que on n'a pas suffisamment conscience dans le grand public qu'avoir souvent la glycémie élevée, ça laisse des traces au niveau sanguin qu'on peut mesurer avec l'analyse que va prescrire le médecin, donc l'hémoglobine glyquée, pour suivre les sujets diabétiques. C'est une hémoglobine caramélisée, au fond. Oui, on l'a décrit comme ça, voilà, mais ça montre que le fait d'avoir une glycémie trop élevée trop souvent, eh bien, ça provoque cette, entre guillemets, caramélisation des protéines qui va, chez le sujet diabétique depuis longtemps, un diabète mal régulé, générer des neuropathies et des vasculopathies diabétiques, donc ils peuvent donner des troubles donc nerveux, on ne sent pas bien ses pieds, etc. Des membres inférieurs, voilà, et puis des vasculopathies, donc il y a une mauvaise vascularisation, et c'est la première cause d'amputation sous nos latitudes. Alors là, on est à l'extrémité, mais nous, on veut remonter vers le cerveau. On veut remonter vers le cerveau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a de la glycation au niveau de nos fibres nerveuses, il peut tout à fait y en avoir au niveau de notre cerveau. De nos propres neurones. Et deuxième chose, je parlais de la vulnérabilité du cerveau face aux grandes variations de la glycémie. Si on est en permanence dans une alimentation très glucidique, c'est-à-dire qu'on commence par un petit déjeuner très sucré ou très glucidique, suivi d'une hypoglycémie 1h30 plus tard, on reprend une barre chocolatée sucrée qui remonte notre glycémie. 1 heure plus tard, on refait une hypoglycémie, rebelote, et on va être comme ça toute la journée et pendant des années et des années et des années et des années. Ça fragilise le cerveau. C'est capable de générer... Ce sont des vagues. Ce sont des vagues de glycémie qui peuvent avoir une forte amplitude au fur et à mesure que les années avancent et qui vont vulnérabiliser le cerveau dans le sens où ça crée une neuroinflammation. Donc, il faut avoir conscience que cette neuroinflammation provoquée par une alimentation trop riche en glucides, avec des variations de la glycémie qui sont trop importantes, eh bien, c'est quelque chose qui est nocif pour le cerveau. Et j'ajouterais qu'il y a un autre élément, si on a une alimentation hyperglucidique par contraste, on a forcément une alimentation qui va être trop pauvre en lipides et notamment en bons lipides, ce qui est préjudiciable non seulement à la structure du cerveau, mais aussi à sa capacité à répondre à ce phénomène d'inflammation. Donc, il ne va pas pouvoir être résilient face à cette inflammation. Et qui dit neuroinflammation sur le long terme dit processus neurodégénératif, donc atrophie du cortex cérébral par exemple, ou éventuellement des noyaux gris centraux dont on parlait tout à l'heure, la mémoire et le reste. Alors, on est capable, sur une IRM, de connaître le volume de nos hippocampes. On en a un à droite, on en a un à gauche, à la forme d'un cheval marin, et si on est capable de connaître le volume, quel est le volume normal? Je le donne, il est d'à peu près 4 cm3 de volume de notre hippocampe de chaque côté. Et quand on a un Alzheimer qui démarre, eh bien, on est à 4, et de 4, on va descendre progressivement à 3, 5, etc. Donc, ça veut dire que nous sommes capables de suivre, je dirais, cette évolution du volume de l'hippocampe, en même temps que nous avons un certain nombre de paramètres, protéines de tau, protéines amyloïdes, qu'on peut retrouver par fonction lombaire, etc. À un moment qui nous a permis d'affirmer, ça y est, on a le traitement de la maladie d'Alzheimer, on va envoyer des anticorps anti-protéines tau, anti-protéines amyloïdes, le résultat pour l'instant c'est 0. C'est 0. Nous n'avons pas de traitement actuellement pour soigner la maladie d'Alzheimer. À un moment, nous avions 4 molécules qui étaient délivrées, qui étaient prescrites par les médecins, les neurologues, jusqu'au moment où une ministre de la Santé a fait au moins quelque chose de juste pour une fois, Madame Buzyn, qui a arrêté le remboursement de ces molécules contre l'Alzheimer. Elle a eu raison, parce que ces molécules qui avaient pourtant été considérées par des spécialistes travaillant à l'Agence nationale de sécurité des médicaments et qui avaient donné les feux verts, eh bien, on s'est rendu compte que l'efficacité, c'était 0. Donc, pourtant, ils avaient donné les feux verts. Bon. Donc, lien ou pas lien, ce qui est certain, c'est que nous n'en avons pas et que c'est pas, les traitements aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer sont
en état de recherche. Voilà, on fait de la recherche, on prend des personnes qu'on va un peu transformer un peu en cobayes pour tester un certain nombre de molécules, mais ce qui est certain, c'est que ce diabète de type 3, qui a donc, je répète, traversé l'Atlantique, nous apprend qu'il y a des relations entre nos habitudes alimentaires, entre notre pancréas et notre état neurologique. On sait que on peut développer une pancréatite, on peut développer une inflammation pancréatique suite à des repas trop importants. Alcool, produits gras, etc. Et on a bafferé pendant toute une soirée et à 3 heures du matin, on se retrouve à des douleurs très importantes qui traversent le ventre de part en part. C'est une pancréatite. Donc, on sait qu'il y a des relations entre le pancréas, l'alcool, la nutrition, l'alimentation. Mais tout ça, ça va au cerveau. Alors, deuxième question, les personnes atteintes de diabète de type 2 sont-elles plus à risque de développer un Alzheimer? Et si oui, pourquoi? Les personnes atteintes de diabète de type 2, elles sont plus à risque de développer beaucoup de pathologies. Pathologies neurodégénératives, pathologies cardiovasculaires. Voilà, il y a de plus en plus de preuves que le diabète de type 2 et l'obésité, c'est un seul et même mécanisme. C'est une alimentation excessivement riche en glucides, pauvre en produits non raffinés, en fibres, etc. Probablement mal équilibré au niveau de l'apport en graisse, donc on a trop de mauvais gras et pas assez de bons gras. Parfois même, d'ailleurs, des aliments qui peuvent être trop pauvres en protéines chez des personnes âgées qui développent une obésité rapide parce qu'elles sont isolées. Il ne faut pas oublier les souffrances psychologiques et sociales. Donc dont l'alimentation se dégrade parce que si le conjoint qui est décédé, c'est lui qui tenait les placards et la cuisine, on peut pas improviser. Et cette dépendance, malheureusement, peut provoquer une dénutrition protéique qui, normalement, est bien dépistée par la diététique. Donc, on doit être prudent face à ça et toujours travailler sur l'équilibre de base alimentaire à minima et dire qu'il faut manger des fruits, des légumes, parce qu'ils apportent des fibres qui participent à la régulation de la glycémie. Donc, on ne doit pas remplir une assiette avec des pâtes. On doit avoir un petit peu de pâtes, bien sûr, parce que c'est bon, on aime ça, un peu de parmesan, pourquoi pas, mais des légumes autour. On a besoin de beaucoup de légumes. Il y a plus de nutriments essentiels dans les légumes et dans le fromage, accessoirement, que dans les pâtes seules. Donc, c'est important d'avoir conscience aussi que parfois, c'est une nutrition qui se déséquilibre sans qu'on s'en rende compte. Donc, le diabétique de type 2 doit changer ses habitudes alimentaires et ça ne peut qu'être utile à celui qui déclencherait en persistant un diabète de type 3 avec des neuroinflammations. Si je fais confiance aux études que j'ai lues, des spécialistes mondiaux du diabète de type 2, l'objectif pour une personne qui est, je le précise, bien accompagnée, parce que tout seul c'est difficile, il faut révolutionner son hygiène de vie et son alimentation, mais l'objectif, ça devrait pouvoir être la rémission sans traitement. C'est difficile, ça demande vraiment beaucoup d'investissement, de pas ça être se fait pas en trop 15 seul, jours. etc. Non, ça se fait pas en 15 jours. Ça peut marcher, mais c'est vrai que c'est pas simple. Après, une fois qu'on a la rémission sans traitement, ça veut dire que le poids a diminué, ça veut dire que la glycémie s'est remise en état et qu'il n'y a plus besoin d'antidiabétiques oraux, mais il y a quand même une surveillance médicale. Il n'y a que le médecin qui peut confirmer qu'il y a une rémission ou pas. Et donc, s'il y a toutes les conditions utiles, de toute façon, les facteurs de risque diminuent puisqu'il n'y a plus d'obésité, la glycémie s'est normalisée, donc tout ce qui va avec, tous les risques qui étaient augmentés sont diminués d'autant. D'accord. Alors, au niveau de notre système nerveux central, on a parlé des noyaux gris centraux, en particulier de l'hippocampe. Il y en a d'autres qui sont responsables quand ils sont atteints de maladie de Parkinson. Le Parkinson et l'Alzheimer ne sont pas les mêmes pathologies, bien que l'une peut conduire à l'autre aussi parce que les changements des habitudes alimentaires ne sont pas réalisés. Mais ce qui me paraît important à réfléchir, c'est au fond de parler de l'assiette de la personne qui est atteinte d'un début de maladie d'Alzheimer. Alors, comment ça commence? Ça commence par une personne qui est dépressive. Ça, c'est un point important. Une personne qui a un sommeil qui n'est pas réparateur. Une personne qui commence à perdre la mémoire sur des choses importantes. Et donc, où est-ce que j'ai mis les clés? Où sont mes lunettes? Quel est le prénom de mon arrière-petit-fils ou de mon petit-fils? Puisque c'est essentiellement les personnes au-delà de 80 ans qui font le plus de pathologies alzheimériennes. Donc, ces personnes-là, il faut que nous les guidions.
Et il faut que nous les guidions dans le domaine de la nutrition. Donc, il faut parler de l'assiette, de cette personne pour laquelle on craint. Parce que quand elle va chez le neurologue, lui, il va vous envoyer chez une psychologue, il va vous envoyer faire un tas de tests, et ces tests vont conclure, ah ben oui, il y a un risque d'Alzheimer, et comme l'Alzheimer, au fond, ça se guérit pas, on est sur le chemin d'Alzheimer. Et c'est là, à mon avis, qu'il faut agir le plus tôt possible. Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, la réponse est nécessairement pluridisciplinaire puisque il y a une étude qui a été publiée dans le Lancet d'abord en 2017 et qui a été mise à jour, il me semble, 2 fois depuis, donc en 2020 et cette année en 2024, qui, à partir donc de vastes revues de la littérature et de conclusions de travaux encore en cours, eh bien, a souligné le fait que dans le développement de ces démences séniles plus ou moins précoces, il y a un certain pourcentage de facteurs de risque modifiables. Les facteurs de risque non modifiables, ça va être la génétique, ça va être... ça, c'est pas modifiable. Voilà, ça, on ne peut pas y toucher. Par contre, les facteurs de risque modifiables, il y en a. On est dans l'épigénétique, là. On est dans l'épigénétique, c'est-à-dire l'hygiène de vie, l'alimentation, l'état psychologique, etc. Donc, dans les facteurs de risque modifiables, eh bien, on a à peu près 40% du total des facteurs de risque, au moins. Donc, pas loin de la moitié. Cet article, donc presque la moitié. Peut-être que ça a augmenté dans la publication de 2024. J'ai vu passer le titre, il faut que je vérifie ce qui se dit. Mais dedans, on a l'alimentation, on a le stress qui est très très présent. On a le niveau socio-éducatif, le fait, par exemple, d'avoir l'habitude de lire, le fait, de stimuler son cerveau. De stimuler son cerveau, absolument. L'impact du stress est très intéressant parce qu'il est assez révélateur. On voit que les patients ont d'autant plus de troubles de la mémoire, style perdre ses clés, ses lunettes ou autres, qu'ils sont stressés. Dans une période de stress, ça peut nous arriver à tous, une période de stress intense, on voit que la mémoire flanche. Mais c'est un signe de fatigue neurologique. Bien sûr. Si on regarde bien, le sommeil n'est pas très bon, la récupération n'est pas très bonne, etc. Quand on vit un deuil ou une situation, un choc psychologique, il faut courir vers les psychothérapies, les thérapies où on va exprimer les choses. Il faut utiliser ces méthodes. C'est pas des médicaments, ça, c'est psychothérapie, parler. Parfois, les médicaments vont être utiles, ça c'est une autre histoire. Moi qui ne suis pas médecin, je regarde surtout l'intérêt de tout ce que l'accompagnement psychologique peut apporter. Si on est bien suivi, bien accompagné, bien soutenu psychologiquement par les personnes qui connaissent un petit peu les mécanismes qui se mettent en place, on a aussi moins tendance à aller compenser sur l'alimentation. On est peut-être un petit peu plus conscient aussi de ce qu'on fait. Le stress et les dépressions sont neuro-inflammatoires. L'alimentation peut être anti-inflammatoire comme elle peut être pro-inflammatoire. Donc, quand on vit des choses comme ça, il faut la psychothérapie, les techniques de stress management, et puis il faut penser aussi à cette alimentation anti-inflammatoire, neuroprotectrice, qui est basée sur les bonnes graisses. Manger du poisson 2 fois, 3 fois par semaine. Manger des oléagineux de façon quotidienne. On parle souvent dans les articles scientifiques de 7 noix par jour, casser 7 noix, ou manger 30 grammes de cerneau de noix, manger des oléagineux de façon quotidienne. Manger plus de produits complets, manger plus de fruits et légumes, utiliser les huiles. Il y a une très belle étude qui est sortie sur la consommation d'huile d'olive et la prévention du déclin cognitif. Donc ces huiles végétales dont on parle tant dans le fameux modèle méditerranéen qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer devant ces caméras, mais c'est un préventif de nombreux problèmes de santé, cardiovasculaires certes, mais aussi neurovasculaires et neurologiques. Donc, manger mieux gras, c'est une alimentation qui va permettre de prévenir énormément de pathologies typiques de notre civilisation. Donc, la qualité doit impérativement être au rendez-vous. Après, dans la genèse des pathologies neurodégénératives, de plus en plus souvent, on en avait parlé ici dans le cas de la maladie d'Alzheimer, on avait parlé de l'importance de ne pas
laisser durer la constipation trop longtemps, dans la maladie d'Alzheimer, on en parle un peu. Dans le Parkinson, tu veux dire? Dans le Parkinson, pardon. Dans le Parkinson, donc dans la maladie de Parkinson, il ne faut pas laisser la constipation durer parce que c'est un facteur de causalité. Dans la maladie d'Alzheimer, on en parle aussi. Donc la santé intestinale, pour la santé du système nerveux central, elle a aussi énormément d'importance. Et donc on va reparler de l'importance de cultiver un bon microbiote, donc de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes tous les jours ou de s'y réhabituer progressivement, tout en choisissant le bon gras, en évitant la dénutrition protéique pour le sujet âgé qui parfois perd l'appétit. Mais en tout cas, les lignes de conduite sont assez claires. Alors, dans les démences dont nous avons parlé, Alzheimer, maladie de Pick, etc., il y a aussi les accidents vasculaires cérébraux. Alors, comment vous pouvez faire un accident vasculaire cérébral? Autant le savoir. Vous pouvez le faire parce que vous êtes en hypotension. Ça veut dire que vous étiez peut-être hypertendu, mais vous avez reçu un traitement qui fait qu'à 75 ans, vous devriez avoir 14 de tension, on vous a fait tomber à 12. Donc, quand vous avez une insuffisance du sang qui arrive dans votre cerveau, que ce soit sur le centre du cerveau, au niveau des noyaux gris centraux ou à la périphérie, au niveau du bulbe, eh bien, ça va vous créer incontestablement des risques de pathologie avec des problèmes de mémorisation. Inversement, il y a les problèmes d'hypertension, hypertension artérielle qui est excessive, qui n'est pas contrôlée, avec des hauts, avec des bas, où le cerveau souffre un peu comme il souffrait avec le problème de la glycémie qui est trop haut ou trop basse. Donc, on voit bien que les déséquilibres dans notre vie, qui sont soit des déséquilibres liés au fonctionnement cardiaque, soit au fonctionnement de ce pancréas merveilleux, eh bien, peuvent être responsables d'anomalies au niveau de notre cerveau. Et donc, il faut qu'on rentre dans les boissons pour maintenir une tension artérielle correcte. Je vais t'interroger là-dessus, d'une part, et d'autre part, sur l'assiette, quoi. Le petit déjeuner, le repas du soir de la personne qui ne veut pas avoir un Alzheimer. Voilà. Or, à partir de 65 ans, il n'y a personne qui veut avoir un Alzheimer. Et la télé, souvent, les grandes antennes, les profs qui passent à la radio, qui passent à la télé, vous foutent la trouille, quoi. Voilà. Alors, allons-y pour le petit-déj. Un petit déjeuner qui ne fasse pas faire des vagues de trop grande ampleur à la glycémie. Donc, ma foi, si vraiment votre grande gourmandise du petit déjeuner, c'est des tartines avec du beurre et de la confiture, commencez déjà par manger un fruit, des noix et peut-être 1 ou 2 œufs au plat ou à la coque. Et vous aurez à la fois les bons lipides, les lipides de très bonne qualité dans les oléagineux, dans le jaune d'œuf. Ça va améliorer aussi votre façon de métaboliser le cholestérol. On le métabolise mieux. Le fruit qui va vous apporter des fibres, des vitamines. Le fruit avec la peau, donc un fruit de qualité ou alors que vous avez bien lavé. Comme il faut, avec les fibres du fruit et des oléagineux, vous allez empêcher les tartines de pain, alors plutôt complet éventuellement. Avec confiture. Voilà, et surtout la confiture. Il y a le pain et la confiture qui vont aller chatouiller votre glycémie. Le beurre, ma foi, c'est pas forcément si grave que ça d'en prendre raisonnablement. Un beurre de baratte, voilà, allons-y sur la qualité des produits autant que possible, mais toujours des produits les moins transformés possibles. Et à partir de là, s'il n'y a pas le pain qui domine sur votre petit déjeuner, vous allez voir que vous aurez faim plus tard. Vous allez voir que c'est un signe très important parce que ça veut dire que votre glycémie est beaucoup plus stable. Au lieu de faire des grandes vagues, elle va monter un petit peu, descendre un petit peu, mais vous ne ferez pas une hypoglycémie. Donc, pour stabiliser la glycémie, fruits, oléagineux, un aliment protéiné. Alors, si vous n'aimez pas manger salé le matin, il y a d'autres solutions. On peut arriver à avoir des protéines aussi bien dans le monde végétal que dans le monde animal. Les possibilités sont très nombreuses. Oui. Non, c'est parce qu'on a pris un certain nombre d'habitudes. On a l'habitude de boire le café au lait ou quand c'est pas le chocolat au lait. Et puis ensuite les tartines, comme tu dis, du pain de mie avec du beurre dessus et puis de la confiture d'abricot, de fraises ou d'autres. Bon, alors là, on est dans la cata totale, quoi. Moi, c'est exactement ce que je ne fais pas. Que je fais pas depuis longtemps. Mais j'ai pris de nouvelles habitudes. Donc, ça veut dire que c'est parce que on me l'a dit, tu me l'as dit, toi, avec toutes les références scientifiques, que nous avons changé et j'essaye de faire changer les amis de ma génération et ils y arrivent. Surtout quand ils se disent, après tout, j'ai pas du tout envie d'avoir un Alzheimer et quand tu discutes avec moi et qu'ils apprennent ma date de naissance et qu'ils se disent, oula, mais il va pas si mal celui-là, quoi. Alors, petit déjeuner, donc, est-ce que tu es d'accord pour les 2 œufs à la coque ou les 2 œufs au plat avec le jaune liquide? Est-ce que tu es d'accord pour 2 fruits
minimum de qualité de saison. Oui, de saison. Alors, ça veut dire que les fruits qu'on va aller chercher, de préférence, c'est pas les fruits qui viennent de loin. Oui, Ils peuvent être éventuellement intéressants, mais je conseille jamais de commencer le petit déjeuner avec une banane, par exemple. Oui, mais on aura une orange du Maroc quand même. Moi, j'aime bien le Maroc et j'aime bien l'orange. Oui, mais le Maroc, Elle la arrive Sicile, d'Espagne aussi. l'Espagne, quand c'est la saison des oranges, c'est là qu'il faut manger les oranges. Bientôt, on On en va aura dire à que Perpignan. Hein. ces deux saisons, et c'est des produits qui viennent de relativement peu loin, Oui, comparativement à la banane ou à l'ananas ou à la mangue ou à la papaye qui viennent de beaucoup beaucoup plus loin. Donc, faut Oui, aussi penser que faire tournicoter des avions ou des bateaux sur des milliers de kilomètres ou faire remonter avec d'autres produits qui s'échangent à l'échelle de l'Europe. On va dire que. tu n'aimes pas trop la banane. Hein. Qu'est-ce qu'elle te fait, la banane? Mais la banane, c'est un fruit qui est super intéressant Oui. quand on fait du sport, par exemple. Oui. C'est très digeste. Alors, on dit souvent que c'est riche en potassium, mais c'est le cas de tous les végétaux d'être riche Oui, en bien potassium. sûr. Donc, Même l'abricot voilà. en a, oui. Oui, tous. Oui. Tous. Mais c'est un fruit qui contient de l'amidon. Donc, quand on a des difficultés à maintenir sa glycémie, l'amidon, techniquement, c'est du glucose accroché. Si on le voilà. coupe, on en fait du glucose. Hein. Oui, puis ça va très vite, hein, parce qu'on a besoin d'une seule enzyme pour le découper. Donc, ça va très, très vite. Donc, on peut faire monter L'amylase. la glycémie très, très rapidement. On en a plusieurs d'ailleurs, Plusieurs, d'amylase, hein, salivaire. salivaire, pancréatique et tout. Donc, on peut faire monter la glycémie très rapidement quand on mange un aliment riche en amidon qui a peu de fibres. Donc, la banane, alors, elle a des fibres quand même, donc c'est pas non plus la catastrophe, mais il vaut mieux commencer par des fruits de proximité parce que c'est eux qui sont les plus riches en nutriments. Pourquoi? Parce qu'ils ont été cueillis il y a moins de temps. Donc, en ce moment, on est à Il y a l'automne. le totem, là. Hein. Oui, il y a tout. Donc, en ce moment, les pommes, les poires, les prunes, voilà. Puis bientôt, on va changer. On va commencer à avoir des agrumes. Oui, bien sûr. Mais il faut suivre le rythme des saisons, c'est important. Et les fruits exotiques, ils viennent en plus. Et les mastiquer longuement. Hein. N'oublions jamais cela. Hein. Toujours tout mastiquer. D'accord. De façon à ce que la fibre puisse être véritablement utilisée par le microbiote pour nous faire de bonnes défenses immunitaires. Mastiquer les aliments, ça a beaucoup d'intérêt parce que c'est favoriser la perception des goûts. Et favoriser la perception des goûts et passer du temps à analyser la saveur de ce qu'on mange, quand on est dans l'optique de prévenir ou d'essayer de ralentir un processus neurodégénératif, c'est d'autant plus important que l'un des signes précurseurs de ce déclin cognitif, c'est la perte du goût et de l'odorat. Oui, bien sûr. Donc, il faut essayer de les stimuler. Insistons là-dessus. Voilà, donc la Perte du mastication, goût et l'odorat. voilà, la mastication est très importante pour entretenir le goût et l'odorat, parfois rééduquer son palais. Donc, pour ça que les épices, les huiles qui sont des vecteurs de goût très intéressants sont à utiliser. Hein, bien sûr, des produits de qualité toujours, mais outre cet effet assez direct sur le système nerveux, parce que les bulbes olfactifs sont juste au-dessus des fosses nasales, donc l'odeur des aliments, mais la saveur sont perçues en partie sur les bulbes olfactifs. Il y a aussi la mastication, qui est la première étape de la digestion. Tout produit non mastiqué ne peut pas être digéré de façon parfaite. Alors, évidemment, il y a des circonstances atténuantes quand on a des problèmes de mastication à cause de problèmes dentaires. Oui. Mais il n'en reste pas moins vrai que mastiquer, c'est imprégner les aliments de salive et c'est stimuler la production des sucs gastriques. Donc, c'est vital, même incontournable pour pouvoir digérer, extraire les nutriments, ça veut dire, hein, et ensuite les absorber correctement. Et on stimule le système nerveux. Hein. Quand on mastique, on envoie des informations au système nerveux autonome. Donc, c'est vraiment, vraiment très important neurologiquement de penser à ces phases neurologiques de la digestion qui sont incontournables. Je voudrais revenir sur le goût et l'odorat qui sont les sentinelles de notre santé chez les personnes âgées. On l'a su avec le coronavirus. Et vous avez des gens qui nous ont écrit ou qui nous ont téléphoné en nous disant « Ah, du jour au lendemain, j'ai perdu le goût et l'odorat ». Et c'est exact qu'ils ont perdu le goût et l'odorat. Et quand on regarde sur un IRM, on peut voir des bulbes olfactifs inflammés, avec inflammation. Et dans ces cas-là, s'il y a de l'inflammation, ça veut dire que la perception de l'odorat se fait mal et transmet mal dans notre cerveau. Donc, il y a une anosmie, il y a une agusmie ou agueusie quand on ne le sent pas au niveau du goût. Et donc, la solution, c'est de cortisonner un petit peu la personne, de donner un anti-inflammatoire
pour essayer de réduire le volume de ces lobes olfactifs et qu'ils récupèrent au plus vite le goût et l'odorat. Donc retenons quand même que le goût et l'odorat, ce sont les sentinelles de notre santé. J'ai bossé beaucoup le sujet puisque j'ai écrit un livre là-dessus avec Dominique Vialard il y a quelques années, il y a peu de temps d'ailleurs, pendant le Covid, pour bien faire comprendre sentinelles de notre santé. Donc attention, on perd le goût et l'odorat quand on est une personne âgée sans s'en rendre compte. On ne se rend pas compte. Donc, on ne sent plus le café. Tiens, nous sommes sur le café. Est-ce que c'est bon pour quelqu'un qui ne veut pas avoir un Alzheimer de consommer du café? C'est une question de dose Voilà. et certainement une question de qualité. Alors, j'ai vu passer une étude récemment sur la consommation de café. Ils disent ce qu'on appelle le sweet spot, c'est-à-dire la consommation qui, a priori, a plutôt des effets positifs et pas encore des effets négatifs. On est aux alentours de 4-5 cafés par jour. Bon, réduisons à 2, ça ira, quoi. À 2, c'est bien. 2, 3, c'est bien. Mais ce qu'ils appellent le sweet spot, c'est vraiment la zone où on n'est pas dans le danger, on a plutôt les effets bénéfiques du café. Maintenant, la question qui n'était pas posée, c'est quid de la qualité du café? Parce que si on a un café qui a été torréfié à des températures très élevées, on va augmenter la quantité de benzopyrène dedans. Elles ne sont pas très bonnes pour l'intestin en particulier. Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas des pesticides, des choses comme ça, ou est-ce qu'on est sur un café un peu plus bio, non traité? Voilà, c'est pas du café américain, ça c'est sûr. Hein. Oui, enfin, il y a des cafés français qui peuvent être très mauvais, comme ils peuvent être très excellents, quoi. Non, c'est le café des hôpitaux. Oui, voilà. Oui, là c'est autre chose. C'est sûr. Non, mais tout ça c'est très intéressant et je voudrais maintenant essayer d'aller vers le stress, parce que quand même une personne se retrouve avec un diagnostic ou une suspicion de maladie d'Alzheimer, pour lui c'est pas suspicion, pour le conjoint c'est pas suspicion, c'est on va vers l'Alzheimer. Donc stress. À partir de ce moment-là, s'il y a du stress, il y a de l'anxiété. S'il y a de l'anxiété, on ne dort pas bien. S'il y a de l'anxiété et en même temps des problèmes de sommeil, il y a de la dépression. Alors là, on a des médicaments fabuleux. On va vous dire, vous avez un anxiolytique, vous avez un antidépresseur et vous avez aussi un somnifère. Ce sont des benzodiazépines. Alors là, il faut informer tous ceux qui nous écoutent, c'est que les benzodiazépines prises sur des temps longs, c'est-à-dire au-delà de 3 mois, il faut être clair, augmente les risques d'Alzheimer de 50%. Rendez-vous compte, augmente les risques d'Alzheimer de 50%. Ça veut dire qu'on vous réduit votre anxiété. On vous réduit, soi-disant, on essaye de vous donner un sommeil qui n'est pas du tout réparateur. Et vous avez en même temps un état dépressif parce que, vous dites je vais faire un Alzheimer, la mort est proche, mais je ne sais plus, je ne me retrouve plus dans ceci ou de cela. J'ai été un grand ceci ou un grand cela dans le domaine de la politique ou de je ne sais quoi, et c'est en route vers l'Alzheimer. Donc, ces médicaments, malheureusement, sont prescrits. Alors que je crois que ce qu'il faudrait prescrire, c'est l'assiette. C'est le changement des habitudes alimentaires et des boissons. Alors, on est venu sur café. Qu'est-ce que tu penses du cacao? Qu'est-ce que tu penses d'un petit porto, d'un petit vin quand même à l'apéritif? Alors, je voudrais avant ça revenir sur la question du goût et de l'odorat. L'odorat en particulier, mais le goût aussi, peuvent être perçus grâce à une transformation d'une molécule en un influx nerveux. Et cette transformation se fait en partie grâce à l'intervention d'une enzyme qu'on appelle l'anhydrase carbonique, qui fonctionne grâce à la présence de zinc au cœur de son site actif. Exact. Cette anhydrase carbonique, si vous êtes carencé en zinc, vous allez perdre l'olfaction. Vous allez avoir une anosmie, peut-être même une agueusie, et on en a beaucoup parlé dans le cadre du Covid. Et c'est des choses qui sont probablement, je dis bien probablement, il y a des études qui en ont beaucoup parlé, dues à une carence en zinc parce que le virus le fait surconsommer, puisque le zinc intervient dans la régulation de la réplication de l'ADN tout court et a fortiori de l'ADN viral. Donc, on a vu que le fait d'avoir de bons statuts en zinc, par exemple, ça réduisait le risque d'anosmie. Ça avait un intérêt parce que ça ne nous empêchait pas d'attraper les virus, mais ça nous permettait de nous en débarrasser un peu plus facilement. Et puis, on a des études qui montrent que dans les populations de patients qui développent les premiers symptômes de maladie d'Alzheimer ou de déclin cognitif, il y a tendanciellement des carences en zinc, ou en tout cas des niveaux de zinc qui sont plus bas que ce qu'ils devraient être. Donc, est-ce que ça veut dire que le zinc va guérir de la maladie d'Alzheimer? Certainement pas. Ça veut dire que par contre, faut la freiner. Avoir une alimentation qui vous apporte du zinc, ou éventuellement, si c'est pas possible, supplémenter en zinc avec délicatesse, bien sûr, de façon, je dirais, intelligente, c'est quelque chose qui peut aider à le freiner. Un peu ce qu'on disait dans une émission que nous avons réalisée ensemble sur l'hiver.
en disant 10 mg le matin, 10 mg de zinc le matin, midi et soir. Voilà, C'est ça. une répartition sur la journée qui ne soit pas tout d'un coup un boost trop fort cet oligo-élément. Tout à fait. 2 autres vitamines intéressantes pour protéger le système nerveux, c'est la vitamine D Oui. et la vitamine E, dont on parle de plus en plus souvent dans la prévention de maladies neurodégénératives et auto-immunes. Dans la sclérose en plaques, il y a des gens qui proposent, en particulier en Espagne, au Portugal, des protocoles avec des doses massives de vitamine D qui ne sont pas peut-être tellement acceptées, au moins en France, qui se font peut-être un peu sous le manteau, mais j'ai vu des cas qui sont améliorés par des protocoles, le protocole Coimbra en particulier, qui apporte des doses importantes de vitamine D. Alors, les autres boissons, de l'eau, c'est sûr. De l'eau, c'est Hydratation. certain. Il faut s'hydrater. Les troubles de la mémoire peuvent être provoqués par un manque d'hydratation. C'est d'autant plus dramatique chez le patient qui souffre d'une maladie d'Alzheimer. La perception de la soif est complètement perturbée. Oui, ça. La perception du temps aussi, la perception de la faim. Enfin, tout est impacté. Du coup, la qualité de l'alimentation et de l'hydratation s'en ressentent parfois de façon dramatique. Donc, c'est des personnes qui ont besoin d'être accompagnées par des aidants pour qui c'est tout sauf facile quand c'est les aidants de la famille. Oui. Donc, ils ont besoin, eux aussi, d'avoir un soutien. J'ai pas soif. Ne me donne pas à boire, j'ai pas soif. Ouais, Voilà. c'est ça. Donc, c'est vraiment très, très dur. Hein. C'est des souffrances familiales vraiment difficiles. Donc, l'eau, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Et si on a, je dirais, l'équivalent d'un verre d'eau toutes les heures, on est à peu près tranquille. Il faut avoir des urines bien diluées. Il faut le vider, quoi. Il faut le boire. Voilà, c'est ça, il faut le boire. Ensuite, est-ce que l'alcool peut être intéressant? Le danger de l'alcool, c'est qu'il a un effet un peu... voilà, un peu euphorisant, qui quand même. détend, un peu Ouais. euphorisant et très addictif. Et le fait d'en consommer, par exemple, régulièrement, l'équivalent de 4 verres de vin par jour, ça commence à faire beaucoup. C'est beaucoup, là. Voilà, Ouais. c'est beaucoup. On sait que la consommation de boissons alcoolisées la plus raisonnable, c'est l'équivalent d'un verre de vin par jour et pas tous les jours, maximum 2 pour les hommes et je crois que c'était 11 prises par semaine pour les hommes maximum et 7 pour les femmes. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose d'important. Et il faut savoir que concernant les accidents vasculaires cérébraux, le risque augmente dès le premier verre, très clairement. Donc concernant les boissons alcoolisées, la modération et le fait d'avoir des périodes sans alcool sont hautement recommandables. C'est ce que font d'ailleurs les autorités de santé depuis plusieurs années et c'est une bonne chose. Et on a même cette mode de faire des pauses comme ça. Alors il y en a qui la font au mois de janvier et d'autres qui font leur janvier sec au mois de juin. Peu importe, mais avoir des périodes où on a la certitude pendant au moins 4 à 6 semaines de ne pas consommer de boissons alcoolisées, ça nous met un peu à l'abri de la dépendance. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui est important parce que l'alcool, avec les excès de glucides, favorise, ça va être transformé en triglycérides. Les triglycérides, c'est des graisses saturées qu'on produit nous-mêmes quand on est dans un excès glucidique et quand on apporte de l'alcool. Et avoir trop de triglycérides qui circulent, c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon non plus Alors, pour le comment cerveau l'alcool fait monter les triglycérides? Ça, c'est un sujet important. Faut vraiment que je te réponde. L'alcool, c'est une molécule qu'on appelle l'éthanol, qui va passer 2 phases au niveau du foie pour être détoxifié. La première phase, il va être transformé en acétaldéhyde, qu'on appelle aussi éthanal. Et la deuxième phase, il va être transformé en acide acétique. Donc, c'est l'acide du vinaigre. Donc, c'est quelque chose qui va consommer des minéraux alcalins. Ça consomme beaucoup de magnésium et de potassium. Voilà. Et cette acide acétique, qu'on appelle aussi l'acétate, c'est une molécule qui est banale dans notre métabolisme. C'est une molécule à 2 carbone et on va pouvoir donc le transformer, comme on dit en bioénergétique cellulaire, en acétylcoenzyme. On va faire tourner les circuits de synthèse. Et donc, non, c'est pas le cycle de Krebs. Ouais. Là, c'est catabolisme. Mais on va faire construire donc des molécules d'acides gras à partir de l'alcool. On produit des acides gras saturés à partir de l'alcool. Voilà. Et ce, d'autant plus d'ailleurs que l'alcool fait augmenter le cortisol. Et 3 qui se collent, ça fait un triglycéride. Oui, voilà, c'est ça. 3 acides gras, c'est ça, tout à fait. Ouais. Oui, d'accord. Et alors, concernant, je reviens sur l'alcool. Pardonne-moi, j'étais en train de dire un truc concernant l'alcool, c'est qu'il fait augmenter la production de cortisol. Oui. Et le cortisol, en trop grande quantité, il a une neurotoxicité. C'est l'une des explications. Il baisse l'immunité en plus. Hein. En plus de ça, voilà, il baisse l'immunité, mais il a une sorte d'effet toxique sur le cerveau qui est couramment observé chez des personnes qui souffrent de traumatismes psychologiques qui n'ont pas été pris en charge. Donc, un traumatisme psychologique, ça vous met en stress chronique si c'est pas bien métabolisé. Donc, le cortisol est plus élevé et ça favorise là encore le déclin cognitif.
J'ai un ami justement qui n'est pas un Alzheimer, mais qui craignait ou qui craint de l'avoir et qui prend pas mal de whisky. À mon avis, il en prend trop. Et il me disait, mais combien je peux en prendre, sachant qu'il en prenait tous les jours pratiquement, c'est-à-dire 365 par an. Je lui disais 52. Alors il me dit, mais pourquoi 52? Je lui dis, un par semaine, quoi. Et même, je trouvais que c'était beaucoup. De prendre un whisky par semaine, c'est quand même beaucoup. C'est considéré comme un maximum. Ouais. Oui, imagine quand les gens en prennent un tous les jours. Voilà. Oui. Alors après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que si on n'en a pas pris pendant 50 semaines, il ne faut pas se rattraper sur les 2 dernières. Quoi. Oui, c'est ça, oui. Bon, donc finalement, on en revient un peu, comme on l'a vu, avec le problème du Parkinson et de la constipation, du tube digestif qui se contracte insuffisamment et les matières fécales qui persistent dans le corps au lieu d'être évacuées. On en arrive, dans le cadre de la maladie de l'Alzheimer, au goût, à l'odorat, donc sentinelle de notre santé. On en arrive à notre assiette, à notre hydratation, à la consommation de produits de qualité, végétale, tu l'as dit, avec les huiles végétales, des oméga 3, des oméga 6, dans un bon équilibre, etc. Et donc, est-ce que tu penses qu'il y a tel ou tel aliment vraiment chez une personne qui démarrerait un Alzheimer, pour lequel le diagnostic est absolument certain, sur quoi tu forcerais? Je commencerai par donner une bonne place aux oléagineux. Je parle souvent des oléagineux avec plaisir parce que c'est des aliments qui ont les noix. Alors, il n'y a pas que les noix, il y a les amandes, les noisettes. C'est bien de diversifier aussi parce que c'est plaisant. On n'aime pas forcément tous les mêmes, mais les oléagineux sont de vrais super aliments parce qu'ils contiennent à la fois des protéines, des fibres, des très bonnes graisses, selon l'oléagineux plus encore que bonne. Donc la noix vient un petit peu en tête, mais on pourrait citer la graine de lin, la graine de chia, la graine de chanvre, la noisette, la noix, j'ai déjà dit la noix, noisette, amande, graines de tournesol, graines de courge. C'est bien de diversifier aussi, hein. C'est plus sympa. Et puis les huiles correspondantes aussi. On va trouver dans l'oléagineux des fibres, des protéines, des graisses dans des profils différents, des vitamines liposolubles et des minéraux. Et dans ces minéraux, on va trouver notamment du magnésium. Et le cerveau stressé surconsomme le magnésium. Donc, chocolat. Alors, le chocolat, oui, certes, pas au lait, du chocolat noir. Alors, le chocolat noir, le cacao, en l'occurrence, si on veut être précis, il contient du magnésium. Mais tu en prends combien de carrés par jour? Ah, c'est pas des carrés, moi, c'est une cuillerée à soupe de cacao dans de l'eau. Et on me dit chaque fois avec du lait, mais non, jamais de la vie, pas de lait. Je suis pas le fils de la vache. Tu vas avoir quelques dizaines de grammes de cacao, mais dans le cacao, tu vas avoir peut-être 250 mg de magnésium pour 100 grammes. Ah ben c'est bon. Ouais, mais c'est pas suffisant. Ah non, mais d'accord. Tu n'as pas 100 grammes de cacao, donc ça va être un petit contributeur. Mais les grands contributeurs, si tu manges par exemple 50 grammes d'oléagineux, dans les amandes ou dans le tournesol, tu peux avoir 300 mg pour 100 grammes. Tu veux me faire manger de l'oméga choco en plus, quoi, c'est ça. Du chocolat qui est lié aux graines de lin, quoi. Alors, il y a de la graine de lin, voilà, mais tous les oléagineux sont de très très bonnes sources. Quand on a un aliment qui est source d'un nutriment, il faut regarder aussi la consommation qu'on en fait quotidiennement. Le cacao, c'est censé être une consommation assez modérée. Les oléagineux, on en a besoin. Au moins 2 poignées par jour, on conseille. Donc, ça va être 50, 60 ou plus grammes. Ça peut être une centaine de grammes par jour. Protéines, magnésium, calcium, potassium, du zinc, des vitamines du groupe B, des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9, de la vitamine E. Bon, et puis de l'eau, boire. Hydratation. Donc, dès qu'on a le cerveau qui est pas bien hydraté, c'est la démence qui va démarrer, quoi. Il peut pas fonctionner correctement s'il est sous-hydraté, c'est sûr. Tout à fait. Bon, alors, on a vu tout ça, les oléagineux, les boissons, les œufs à la coque tous les jours, au minimum 1 et personnes âgées 2. Ensuite, des salades, des fruits frais de saison, bien sûr. Voilà, du poisson, non? Le poisson... Ah, mais la mer est polluée, monsieur. C'est un grand sujet. Alors, comment on dépollue? Alors, plusieurs choses. Déjà, le premier problème des poissons, c'est le méthylmercure qui va être présent en quantité différente selon la taille du poisson. Plus ce sont des petits poissons, moins ils en contiennent. Et plus ce sont des grands poissons, comme les espadons par exemple, ou les thons, qui se nourrissent de sardines, plus ils vont bioaccumuler le mercure. Donc, on va à sardine et au maquereau. On va plutôt aller chercher des poissons de petite taille. Après, diversifier les poissons, c'est pas un problème. On va plutôt prendre les poissons de petite taille parce qu'ils se renouvellent plus facilement. Ensuite, dans les poissons, on va avoir des oméga 3, on a des protéines, on a tous les acides aminés essentiels. Bien souvent, on peut avoir
plus de protéines dans le poisson que dans la viande, donc c'est très bénéfique. On va trouver du fer, on va trouver du zinc, on va trouver de l'iode. Et dans les huîtres. Et on va trouver du sélénium. Oui, le sélénium qu'on va trouver dans les produits de la mer, c'est d'une certaine façon l'antidote du mercure, parce que le mercure va être neutralisé par une protéine présente dans le sang qui s'appelle la séléno-P, et cette sélénoprotéine, on ne peut pas la produire si on n'apporte pas de sélénium. C'est une métalloprotéine, on peut dire. Oui, c'est une métalloprotéine. Ouais. Donc, elle contient une sélénocystéine, donc c'est une variante de cet acide aminé normalement qui contient un atome de soufre. À la place, on a le sélénium. Donc, le fait de manger du poisson régulièrement, ça nous apporte les oméga 3 qui sont capables d'améliorer l'efficacité de la barrière hémato-encéphalique, donc de réduire le passage du mercure vers le cerveau, et le sélénium qui est capable de neutraliser le mercure. Donc, quand on est un mangeur régulier de poissons, d'huile végétale, etc., le mercure nous fera beaucoup moins de mal que si on mange exclusivement comme poisson du thon en boîte, par exemple. Donc, le poisson, consommer du poisson au moins 2 fois par semaine, au moins 2 portions par semaine. Donc, faites une portion de 150 grammes, ça vous fait un total de 300 grammes par semaine. Moi, je conseille volontiers 400. Ça vous apporte des oméga 3, mais plein d'oligo-éléments avec, des protéines, excellentes pour la santé à plein de niveaux. Donc, c'est très, très bénéfique. Et cuisson à la vapeur douce pour que le produit toxique du poisson se retrouve au fond du cuve-vapeur et que vous ne le consommiez pas, vous le mettrez même pas dans les plantes. Il y a un pouvoir effectivement de réduction de la présence de toxines. Alors, on arrive difficilement à tout enlever, mais en tout cas, on les réduit. Donc, ce type de cuisson-là a l'avantage de ne pas être une cuisson trop agressive. Donc, on perd peu au niveau des micronutriments et on a effectivement une diminution variable selon le type de substance dont on parle, de la quantité de substances toxiques. Oui. Tu te rends compte, 250 000 Alzheimeriens de plus chaque année. 1 million à l'heure actuelle qui sont déjà atteints par la maladie. On espère que le maximum nous auront écoutés. Évidemment, nous serions, je dirais, presque prêts à construire un restaurant qu'on appellerait un restaurant pour ces personnes dédiées à ces maladies neurodégénératives. Je pense qu'on aurait beaucoup de monde, mais c'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est que tout cela passe, je dirais, dans la vie de tous les jours. Dans votre assiette, vous tous qui n'avez pas envie de traiter à train par ces épouvantables maladies, et pourtant vous avez envie d'arriver à 80, 85, 90 et pourquoi pas. Et nous connaissons des gens qui ont dépassé facilement même les 100 ans et qui gardent je dirais, des capacités intellectuelles de très haut niveau. Alors, au menu, je verrais bien une bouillabaisse ou un aioli. Ah oui, pourquoi pas? Parce que l'aioli, en même temps, peut, avec l'ail... Il y a l'ail, alors plutôt fait avec de l'huile d'olive, et puis ensuite, il y a les légumes et il y a le poisson. Ben voilà, tu me mets l'eau à la bouche, hein, donc il faut qu'on aille au restaurant consommer de ces bonnes choses. Bon, écoutez, voilà, nous avons essayé de vous faire passer le maximum d'informations. N'hésitez pas à diffuser tout autour de vous ABC Talk TV, qui est là pour vous. Nous y sommes totalement bénévolement. Notre objectif, c'est de transmettre de la santé et de la prévention. Et je sais déjà que le 22 octobre, je crois, en soirée, vous serez informés, nous allons nous retrouver sur ABC Talk, mais là, ce sera en direct. Donc, vous nous poserez des questions et nous serons encore une fois à votre disposition. Merci Marc Leval d'avoir organisé ces rencontres sur ABC Talk. Merci Jean pour tout ce qu'on apprend chaque fois. Je n'arrête pas de m'informer, donc pour l'instant les neurones vont pas trop mal. À très bientôt, à vous tous. Restez en bonne santé.